Bonjour. Donc, dans cette section, on va faire un peu d'histoire. C'est un peu surprenant que Carnot, en 1824, ait trouvé l'équivalent de la deuxième loi de la thermodynamique, alors qu'on ne connaissait pas la première loi, qui est simplement la loi de conservation de l'énergie. Mais il faut comprendre, en fait, que si on ne connaît pas l'existence des atomes, lorsque l'énergie est dissipée en chaleur, on ne voit pas trop où elle peut aller. Donc, à l'époque, en fait, avant Carnot, Lavoisier, en 1780, est un chimiste très connu qui avait formulé cette théorie de la chaleur qui était basée sur un gaz ou un fluide qu'il appelait le calorique. Alors, avant de pouvoir arriver à une théorie qui impliquait le mouvement, il faut attendre Rumford, qui est un personnage assez coloré, qui était un espion anglais pendant la Révolution américaine. Donc, il avait remarqué que lorsqu'on creuse des trous pour mettre des mèches dans un canon, alors à l'aide d'un forêt, ça chauffe aussi longtemps qu'on tourne le forêt. Donc, la chaleur est associée au mouvement et elle ne s'épuise pas comme ce serait le cas si c'était un fluide. Puis, en plus, quelque chose d'autre qui a aidé Rumford, c'est que c'est à peu près à cette époque-là qu'on a découvert la radiation infrarouge, qui permettait de transférer de l'énergie, donc de chauffer un système par un autre sans qu'il y ait de contact direct. Donc, ça ne peut pas être un fluide qui passait entre les deux. Malheureusement pour Rumford, Fourier, en 1822, a publié son ouvrage magistral de physique théorique qui traitait la chaleur comme si elle était un fluide. Et puis, comme ça expliquait bien les expériences, bon, on s'est dit, c'est doit être Fourier qui a raison. Alors, il faut attendre Joule, en 1841, qui a découvert l'effet Joule, c'est-à-dire que lorsqu'on passe un courant dans une résistance, celle-ci peut chauffer. En 1843, Joule a même montré qu'on pouvait donc transformer du travail en chaleur à l'aide de l'expérience suivante. On commence par mettre un poids qui fait un travail en descendant, comme on a vu dans une des démonstrations, qui fait tourner une roue, par exemple, et puis qui fait quelque chose à un système à l'aide d'un travail. Et puis, donc, ce système-là chauffe. Puis, pour le retourner à son état initial, il lui accole un contact thermique qui permet de le refroidir et de retourner à l'état initial. Donc, à la fin, si on regarde ce qui s'est passé au total, on a eu un travail et puis on a eu de l'échange de chaleur entre deux systèmes. Donc, il y a une équivalence, entre guillemets, entre travail et chaleur. La façon dont il faut comprendre ça, c'est vraiment que le travail change l'énergie interne et l'énergie interne peut aussi changer par contact thermique, donc en dissipant de la chaleur. Donc, Joule, très confiant, présente ses résultats à la British Association, à la réunion à Cork à la même année. Puis, personne ne le croit. On lui dit qu'il faut retourner faire des expériences, qu'il doit vraiment prouver qu'est-ce qu'il a à faire. Finalement, il voulait publier dans les Proceedings of the Royal Society, mais ça n'a pas marché. Il a fallu qu'il publie dans un journal beaucoup moins connu, qui est Philosophical Magazine. Donc, c'était une idée qui était très difficile à passer. Puis encore comme ça, de nos jours, c'est un peu pareil. Quand on arrive avec des idées un peu spéciales, ça prend beaucoup de preuves avant que les gens l'acceptent. Helmholtz, en Allemagne, avait les mêmes problèmes. En 1847, il voulait publier dans la revue bien connue Annalen der Physik. Mais, donc, ça n'a pas marché. Il a fallu qu'il publie dans des pamphlets moins bien connus. Toujours en Allemagne, en fait, il y avait un médecin qui s'appelait Mayer, qui, avant Joule, avait trouvé l'équivalence entre qu'on pouvait transformer du travail faire un travail ou échanger de la chaleur et que les deux pouvaient avoir le même effet. Il avait démontré, donc, il a 3,7 joules
par calorie. Calorie étant venant du fameux calorique dont on a parlé au début. Cependant, les expériences n'étaient pas aussi finalement détaillées que celles de Joule. Alors, c'est pour ça que l'unité d'énergie aujourd'hui s'appelle le Joule et non pas le Maillard. Mais il faut vraiment attendre Clausius en 1850 pour démêler tout ça. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « De la force motrice de la chaleur et des lois sur la chaleur qui peuvent s'en déduire ». Et voilà, c'est le sujet de notre chapitre 3.